Bon, bonjour Michel Roy, donc merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Donc finalement, ça va être la première interview et on commence par le Québec finalement. Euh, Mhm. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je pense que pour commencer, ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir te présenter professionnellement, nous dire un peu d'où tu viens professionnellement, où tu travailles, dans quel type Oui. d'institution peut-être en libéral, que tu puisses Mhm. euh, Mhm. nous en dire un peu plus pour commencer. Oui, oui, c'est bon. Ben, merci pour l'invitation. Je trouve l'idée intéressante et ça me fait plaisir de participer. Je, bon, oui, je suis Michel Roy, je suis psychologue. Je travaille depuis, mon Dieu, déjà une trentaine d'années comme psychologue Oula, ouais. au Québec. Et plus précisément, pour vous situer un peu, je suis à l'ouest du Québec, donc tout près de la frontière avec l'Ontario. Mhm. Je travaille dans la région d'Outaouais et j'ai toujours pratiqué finalement ici dans la région. D'ailleurs, une petite J'ai parenthèse, si tu veux travailler en Ontario, c'est plus la même réglementation. c'est plus la même réglementation, mais depuis quelques années déjà, il y a beaucoup de facilités pour que maintenant les psychologues du Québec puissent travailler en Ontario. D'accord, Euh, donc, la première année, il n'y a aucune demande particulière, d'accord, sinon d'adhérer à l'ordre professionnel des psychologues de l'Ontario. d'accord. À la fin de la première année, on va te demander quand même de faire l'examen en déontologie parce il y a des différences sur le plan déontologique là, au niveau de la D'accord. loi. Donc, c'est la seule chose qu'on va te demander. D'accord. Bon, je Donc, te coupe plus, mais j'avais cette question qui me venait. non, c'est bien, il y a pas de problème. Ok. Alors oui, donc moi j'ai été formé à Québec parce que je suis de la région de Québec, je suis de la ville de Québec et j'ai été formé à l'Université Laval il y a de ça, évidemment très longtemps. J'ai gradué en 88 et pour pratiquer la psychologie au Québec à ce moment-là, ça prenait une maîtrise. Donc avec, je pense que l'équivalent du master. Master 2 en France. Vous aviez 5 années après ce que vous appelez le cégep, Oui. pour Alors nous, on a clarifier. 2 ans de cégep, 3 ans de baccalauréat Ouais. et puis après 2 ans de maîtrise. Le baccalauréat pour les Français qui vont nous écouter, parce qu'on est quand même 60 000 Français dans notre 60 000 psychologues français. Le baccalauréat, c'est la licence. Et ensuite, au Québec, puisque le doctorat est obligatoire, après la licence, on a 5 années. Donc en gros, ça contient les 2 années de master, master 1, master 2 français, nos 3 années de doctorat. Voilà, c'est juste parce que baccalauréat, comme Oui, tu le sais, c'est un niveau avant pour nous. Voilà, avant pour les Français, oui, c'est voilà, vrai. Oui. tout simplement. Euh, Et la mais traduction. nous, à l'époque, voilà. À l'époque, donc, je disais qu'il n'y avait pas il y avait pas, le doctorat n'était pas obligatoire. Maintenant, il est obligatoire, comme tu viens de le mentionner, depuis, je ne voudrais pas te donner là, d'années, mais ça doit faire à peu près, peut-être facilement une dizaine d'années, 10, 12 ans que Je pensais maintenant. 2008, moi, ça me dit quelque chose, la date. 2008, Peut-être 2008. 12 ans. Ouais. 12 D'accord. ans. Donc, voilà. Et donc c'est ça. Après ma maîtrise, déjà, je suis rentré sur le marché du travail. J'ai commencé à travailler et j'ai obtenu un emploi dans l'Outaouais comme psychologue dans un centre hospitalier, un hôpital psychiatrique, où j'ai travaillé là après pendant mon Dieu, 22 ans. Donc, il y avait la question qui se posait à ce moment-là, est-ce que je reste à faire seulement de la pratique en milieu institutionnel ou je décide d'aller faire un peu de bureau privé ou ce que vous appelez chez vous la pratique en libéral? Oui. Donc oui, c'est ça, c'est ça. J'ai commencé une pratique privée à temps partiel et à la même époque aussi, au tout début de ma carrière, après ma formation universitaire, j'ai entrepris des formations pour me spécialiser davantage dans la pratique de la psychothérapie. Donc finalement, tu n'as pas de Alors, doctorat alors? Tu n'as pas eu de doctorat à l'époque?
À l'époque, je n'avais pas le doctorat, Et et ce je, n'était pas je me obligatoire. demandais justement une petite encore question, parce que ça encore, je suis désolé, mais c'est très très intéressant, je pense, pour les Français. Quand on n'a pas eu le doctorat et qu'en 2008, imaginons, il faille avoir le doctorat, comment ça se passe pour ceux qui ne l'ont pas eu en fait? Ils ont gardé le titre Alors, quand même? on n'obligeait pas les psychologues, tous les psychologues à faire un doctorat, évidemment. Les psychologues qui n'avaient pas de doctorat et qui n'avaient pas l'intention d'en faire un non plus, tout simplement étaient sous la loi, ce qu'on appelle la loi grand-père, c'est-à-dire La clause du grand-père, comme on dit, d'accord. Vous avez la même chose que nous, le même nom, d'accord. bon, exactement. Donc, on pouvait continuer à pratiquer et plusieurs ont décidé effectivement de continuer à pratiquer avec leur maîtrise. Mais à partir de 2008, donc, comme tu le sais, le doctorat était obligatoire. J'ai décidé, moi, avec un groupe de collègues, d'entreprendre cette démarche-là, de faire un doctorat. Euh, il y avait la possibilité qui s'offrait pour des psychologues qui étaient en pratique de pouvoir aménager un programme qui facilitait un peu les choses. D'accord. Donc, et avec la permission du responsable à l'hôpital où je travaillais, on était libéré une journée sur la semaine pour pouvoir faire les cours, pour pouvoir travailler sur notre thèse, etc. C'était très avantageux et j'ai profité de l'occasion pour le faire parce que ça faisait partie de mes projets éventuellement de le faire. D'accord. Donc, et donc, c'est ça. Mais j'ai quand même pratiqué comme 12 à 15 ans avec ma maîtrise et j'avoue que faire un doctorat après 15 ans de pratique, 17 ans de pratique, et commencer un doctorat, c'est très différent qu'un jeune qui termine son bac et qui commence tout de suite son doctorat ici, là, du moins. Parce que tu as tout ce bagage d'expérience-là avec toi qui fait en sorte que lorsque tu arrives dans les cours et que tu as des échanges avec le professeur, ben, c'est beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus intéressant parce que tu as plein d'exemples cliniques qui t'arrivent en tête. Alors, il y avait des discussions fort intéressantes qu'on avait lors de nos cours. J'imagine. Donc, c'est ça. J'ai aussi, parallèlement à mon travail comme psychologue en milieu psychiatrique, donc j'avais une pratique privée. J'ai toujours aussi enseigné à l'université comme chargé de cours et j'enseignais l'éthique et la déontologie. Et j'ai toujours été aussi très impliqué dans mon ordre professionnel au Québec. Donc, j'ai été pendant quelques années sur le conseil d'administration de l'Ordre des psychologues du Québec. Et par la suite, on est venu me chercher pour travailler comme inspecteur à l'Ordre des psychologues. Donc, la profession, il faut comprendre ici que la profession est constituée en ordre professionnel et qu'à cet égard, évidemment, les membres de l'ordre sont inspectés. Donc, un des mandats de l'ordre, c'est justement d'assurer une surveillance de la pratique. Et donc, mon mandat, moi, à l'ordre, est justement d'aller faire des inspections auprès des membres. Justement, comment on inspecte? Parce que je me mets à la place d'un Français qui serait contre l'ordre. C'est très angoissant, ça, comme mot. Comment on inspecte les gens? Oui, effectivement. Bien, évidemment, c'est de s'assurer de la qualité des services qui sont offerts à la population. La mission première d'un ordre professionnel, c'est de protéger le public. C'est de s'assurer que le public ne sera pas lésé de quelque façon que ce soit dans les services qu'il va recevoir. Donc, le travail donc, ça prend une équipe d'inspecteurs qui va aller vérifier la qualité des services qui sont offerts par les psychologues. Alors, comment ça fonctionne? Comment un psychologue est inspecté? Les psychologues reçoivent un questionnaire d'auto-évaluation, je dirais, un très long questionnaire. Ça prend plusieurs heures à remplir parce qu'on doit parler de sa pratique. On s'arrête, on réfléchit
sur sa pratique et tous les points concernant la compétence du travail du psychologue est abordé dans ce questionnaire. Hmm. Le questionnaire est retourné avec le CV du psychologue à l'ordre et les inspecteurs vont recevoir éventuellement ce dossier du psychologue et donc un inspecteur va être assigné pour pouvoir faire l'inspection de ce membre-là. Alors, un rendez-vous est pris avec le psychologue en question et on prévoit donc une rencontre qui va durer en 2h30, 3 heures. D'accord. Avec le psychologue. Et la rencontre est basée sur les informations qui ont été soumises dans le questionnaire. Alors, on reprend point par point avec le psychologue les questions et on veut entendre ce que le psychologue a à dire sur ces questions-là. Alors, c'est des questions qui touchent essentiellement la pratique et les points suivants, donc l'éthique, l'ontologie, comment le psychologue, quelle clientèle il dessert, quelle formation il a reçue pour pouvoir desservir cette clientèle-là, comment il s'y prend dans ses démarches d'évaluation avec les clients, comment il s'y prend dans ses démarches d'intervention avec les clients. Et là, on lui demande de parler très concrètement, de nous donner un exemple, par exemple, avec un cas. Et on inspecte aussi les dossiers. Alors, comment les dossiers sont tenus? Est-ce que c'est conforme finalement aux règles, aux normes qui sont attendues, qui sont par l'ordre des psychologues? Donc, oui, vas-y, continue. Oui. Donc, j'allais dire, c'est ça, c'est une inspection qui va durer 2h30, 3 heures et qui va couvrir un peu tous ces points-là. Et à la fin de l'inspection, le psychologue, bon, évidemment, peut toujours poser ses questions. Nous-mêmes, comme inspecteurs, on peut donner quelques conseils. Et à la fin, donc, le psychologue, l'inspecteur repart et va écrire un rapport. Le rapport va être soumis au comité d'inspection professionnelle et le comité d'inspection professionnelle va rendre un avis sur la pratique du psychologue. Alors, il peut y avoir effectivement des recommandations qui sont émises quant à la pratique du psychologue. Je dirais que 90% des inspections se terminent sans problème avec une appréciation favorable, mais il peut y arriver parfois que certains membres aient plus de difficultés, par exemple, dans leur démarche d'évaluation. On peut constater des lacunes, par exemple, sur la qualité des outils qui sont utilisés pour évaluer ou admettons, par exemple, que je demande à un intervenant, à un psychologue de me parler de ses interventions et qu'il n'arrive pas de manière cohérente à me présenter son travail, bien, je vais relater ces lacunes-là. Et là, à ce moment-là, les moyens dont dispose le comité d'inspection professionnelle pour pouvoir faire en sorte que le psychologue change ses habitudes. Ça peut être la supervision obligatoire, ça peut être lui demander d'aller suivre des cours supplémentaires. Donc, il peut y avoir ce genre de recommandations au terme de cette démarche. Bon, ça ne va pas être toujours bien facile. Puis j'étais en train de me dire que moi, j'étais parti pour une inspection de toi, finalement, parce que j'allais te poser des questions qui allaient un peu dans ce sens-là. Oui, en quelque sorte, hein, mais moi, je suis très, très à l'aise avec Ça. ça. Il vaut mieux quand même, il vaut mieux. Quand on a eu cette démarche-là, je pense que… Tout à fait. Et je pense il faut comprendre aussi que ça se fait aussi dans une perspective très pédagogique. Hein. On n'est pas comme vous comité proposez des d'inspection choses. professionnelle. Vous proposez des choses, vous accompagnez pour améliorer. Donc, vous n'êtes pas un dispositif qui est dans la sanction pure et simple. Vous êtes là pour améliorer, pour accompagner quelqu'un qui est peut-être en difficulté. Effectivement. On n'est pas dans la sanction hein, avec le comité d'inspection professionnelle, on est là pour accompagner. Alors que le bureau du syndic, qui est une autre instance dans l'ordre, lui a plus un rôle de police, je te dirais. D'accord. Lorsqu'un signalement est fait à l'ordre par quelqu'un du public ou un autre professionnel par rapport à un psychologue qui a une conduite dérogatoire ou qui est complètement à côté de la traque, bien évidemment, à ce moment-là, c'est le syndic qui prend ça en main. Et le syndic a ce rôle-là plus de police
et fait enquête bon, OK. peut poursuivre professionnellement le psychologue s'il y a effectivement faute grave. D'accord, OK. Ce n'est pas le rôle de l'inspection professionnelle, comme je le disais. Le rôle de l'inspection professionnelle est plus d'accompagner Ouais, je comprends. et s'adresse davantage à la compétence. Hein. Donc, nous, on essaie de voir un peu C'est un terme plus qu'on si utilise plus facilement en Amérique du Nord, de s'intéresser aux compétences des gens et de les faire monter, comme on dit, plutôt que de s'intéresser à ce qui ne va pas et de le pointer du doigt, quoi. C'est euh, oui, en fait, moi, c'est moins pour ma stigmatisant. part, j'ai été éduqué d'une certaine manière dans cet esprit-là. En fait, je pense qu'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire Ah bah oui. qu'on ne peut pas avoir un ordre professionnel qui est là uniquement pour nous montrer la baguette et puis nous taper les doigts quand ça ne fonctionne pas. Et ça prend aussi une partie où on est supporté pédagogiquement parlant, j'entends, Mhm. pour pouvoir développer nos compétences davantage. D'ailleurs, ça fait partie d'un des rôles de l'ordre aussi, de mettre en place des formations et d'organiser des congrès Mhm. pour assurer justement la, la, Trop bien. la, ces compétences-là. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, j'ai toujours été impliqué à l'ordre et j'ai été impliqué comme inspecteur pendant 12 ans même comme président du comité de l'inspection professionnelle. Donc, j'avais un rôle quand même assez important à ce niveau-là, mais maintenant, je me suis retiré parce que ça fait quand même j'ai travaillé là pendant plusieurs années. Ouais. Et là, je suis plus dans un mouvement de retrait au niveau de ma carrière. Donc, voilà. Mais je demeure quand même. Euh, Là, il faudrait que je remonte un petit peu en arrière pour te rapporter d'autres éléments. Tu sais, au Québec, maintenant, la pratique de la psychothérapie est réglementée. En fait, et donc, la On s'y pratique de forme la à psychothérapie. l'université déjà. On s'y forme à l'université. Oui, on s'y forme à l'université déjà. Ça, c'est pour la Et, traduction française. Voilà, je le dis. ah, OK. Oui. On Voilà. s'y forme à l'université, mais il existe aussi des instituts de formation En à la plus. pratique de Ouais. la psychothérapie avec des programmes, etc. Comme tu le sais, la psychothérapie n'est pas l'apanage des psychologues seulement. Il y a d'autres professions qui pratiquent la psychothérapie. Il y a même des personnes qui ne font pas partie d'un ordre professionnel en tant que tel Ouais. qui pratiquent la psychothérapie. Je t'en ai déjà parlé. Donc, la psychothérapie est pratiquée par beaucoup de monde. Mhm. Mais c'est maintenant, avec la loi qui encadre la pratique de la psychothérapie, c'est beaucoup les psychologues qui ont pris le leadership de cette activité professionnelle. Mhm. Donc, au Québec, les psychologues et les médecins sont d'emblée reconnus habilités à pouvoir pratiquer la psychothérapie, avec des formations évidemment. Mais pour ce qui est des autres professions qui sont admissibles à cette activité-là, ils doivent avoir un permis spécial. Mhm. Dans la loi, on prévoit aussi qu'un autre professionnel que psychologue qui serait sous enquête pour quelque raison que ce soit et qui serait aussi psychothérapeute, lors de la visite pour l'enquête, l'enquêteur doit être accompagné d'un psychologue qui est spécialiste de la psychothérapie. D'accord. Et en l'occurrence, c'est moi qui accompagne ces enquêteurs-là au Québec. D'accord. J'ai gardé cette activité-là et il m'arrive encore parfois d'agir comme expert avec les autres ordres professionnels dans cette démarche-là. Mhm. Voilà. Donc, ça résume un petit peu mon parcours professionnel. Depuis 10 ans maintenant, je ne travaille plus dans un centre hospitalier, je travaille à l'université. Euh, j'ai obtenu un poste, après la fin de mon doctorat d'ailleurs, j'ai obtenu un poste à l'université comme coordonnateur des stages des internats dans le cadre
programme de formation doctorat en psychologie. Mhm. Je suis aussi responsable de la clinique des services psychologiques de l'Université du Québec en Outaouais. C'est une clinique universitaire où on offre uniquement des services psychologiques. Et ces services-là sont offerts par nos étudiants au Mhm. doctorat. Ils viennent faire leur stage et qui sont sous la supervision de Ouais. psychologues seniors. Donc, Mhm. c'est mon travail comme coordonnateur et comme responsable de la clinique de m'assurer finalement que tout fonctionne bien, hein, que la Ouais. clinique roule bien et que les Ouais. étudiants puissent réaliser leur formation pratique tout au long de leur doctorat. C'est une belle proposition en fait parce que ça permet en plus d'offrir un soin aux gens qui en ont besoin et en même Ah, temps tout à que fait. ce soit un lieu de formation en direct pour les étudiants, pour les doctorants et en plus ça permet de répondre aux besoins de supervision donc c'est parfait. Tout le monde y trouve son compte. Oui. Ah oui, clairement. Ouais. Tout le monde y trouve son compte, effectivement. On offre un service de qualité, je dirais. Tu sais qu'on a des clients parfois qui appellent et qui se demandent, ah ouais, c'est des étudiants, est-ce que... Et on leur fait comprendre en même temps que oui, ce sont des étudiants très consciencieux, qui vont prendre beaucoup de précautions dans leur travail Mm. et qui vont être sous la supervision de seniors et qui vont Voilà. discuter ensemble. Et donc, ils vont offrir un service très souvent qu'on ne retrouve pas dans le Oui, privé. oui, je comprends. Et puis, il y a un Donc, superviseur. Donc, moi, c'est souvent ce que je dis en pratique privée quand je demande l'autorisation de filmer. Je leur dis, comme je vais revoir ça avec mon superviseur, vous aurez 2 psychologues pour le prix d'un, en fait. oui, On sera voilà, plusieurs sur cette histoire. Donc, c'est même voilà, encore mieux par moment, je pense. exact, exactement. Et donc, oui, ça fonctionne très, très bien. Je pense que c'est un beau milieu de formation pour nos étudiants. Ce sont les débutants de notre doctorat qui commencent à la clinique. Après, ils vont aller faire un internat à l'extérieur, mais, et donc, ils apprennent à développer les compétences de base, je te dirais, à prendre la posture du psychologue dans une situation où il a un service professionnel à offrir. Mm. Alors, nous, à la clinique, on offre des services d'évaluation et des services de psychothérapie. Donc, essentiellement, les étudiants sont formés à l'évaluation et à l'intervention, à la psychothérapie. Mm. Voilà. Alors, Et on a oui, trois groupes de supervision avec des approches, évidemment, qui sont différentes. trois Et, approches alors. et trois approches différentes, l'approche psychodynamique, l'approche existentielle humaniste et l'approche cognitivo-comportementale. Donc, essentiellement, on a ces trois approches-là, mais comme je le dis à mes étudiants avant qu'ils arrivent, vous savez, les superviseurs qui viennent superviser, même s'ils ont une lunette de lecture des problématiques avec l'approche qu'ils ont, ça reste des superviseurs qui sont vraiment à la fine pointe de ce qui se fait dans le domaine par Mm. rapport à leur approche. Oui, Et ils tiennent compte aussi des données probantes. Ils tiennent compte. oui. Vous Voilà. avez un socle commun, en fait, d'une certaine manière. C'est Oui, on essaie. Oui, l'organisation et l'idéologie québécoise part sur un socle qui est plus commun, qui fait qu'il y a peut-être moins de batailles aussi. oui, c'est ça. En fait, c'est intéressant de discuter, d'échanger, d'avoir des points de vue différents, d'essayer de comprendre aussi le point de vue de l'autre par rapport à une problématique. Euh, on favorise beaucoup l'ouverture et on veut aussi transmettre ça à nos étudiants. Hmm. Dans le premier semestre, je te dirais, de la formation à la clinique, les étudiants vont recevoir beaucoup de formations qu'on leur donne, qu'on organise, mais durant le deuxième semestre, c'est-à-dire à partir de janvier, on organise des présentations de cas qui sont faites par les étudiants dans les équipes. Donc, et à cette rencontre-là, où il y a une fois par mois des échanges par rapport à des cas cliniques qui sont présentés, tous les superviseurs sont là aussi. Mhm. Et donc, on discute De ensemble et on plusieurs questionne approches. ensemble De plusieurs avec, approches. oui,
en demandant de voir, ben, de votre côté à vous, comment vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, comment vous auriez réagi par rapport à telle chose, qu'est-ce que vous auriez fait. Et ça donne des idées, évidemment, à ceux qui ont présenté. Ah ouais. Vraiment, vraiment, vraiment très stimulant comme. Non, mais c'est toujours déroutant pour moi parce que j'ai fait un peu, je suis passé au Québec pour mes études à un moment donné et je sais bien que la question intégrative, ça fait partie des choses dont je voulais te parler, mais Oui, la question intégrative, c'est une difficulté française. C'est la France qui en parle le moins. Ce que tu expliques, en fait, c'est un fantasme pour certains cliniciens, mais on n'imagine pas que ce soit un jour possible. Et pour ma part, j'ai rêvé de pouvoir de temps en temps faire des présentations qui soient discutées par un psychanalyste, un systémicien, un rogérien, un comportementaliste, etc. Mais c'est pas dans la culture, à un moment donné, de pouvoir avoir un débat intéressant en disant bah, moi, je ne le voyais pas comme ça, je voyais plutôt autre chose. Non, on est tout de suite dans un combat. Et ce que tu proposes, finalement, bah, ça a du mal à exister. Il faut énormément d'efforts et c'est dans des petits endroits. Mais ce n'est pas déjà dans la culture universitaire. Et je pense que quand l'université est déjà apte à pouvoir ouvrir, discuter, échanger et qu'on puisse être dans la même pièce avec des gens de différentes écoles ou se référant à différents modèles, ça donne déjà dans la construction de l'étudiant l'idée qu'on peut échanger. Et tout simplement, à l'université française, quand tu as un cours de psychanalyste anti-comportementaliste et qu'après tu as un cours de comportementaliste qui te démontre toute la psychanalyse, forcément, au bout de 5 ans, tu es déjà parti pour prendre les armes ou pour oui, te désintéresser de tout ça, comme je pense beaucoup de cliniciens français. Mais c'est drôle parce que tu as ouvert beaucoup de boîtes. Je t'avais un peu parlé des questions à l'avance dont je voulais te parler. oui. Et tu ouvres déjà ces boîtes-là. Moi, je reprends un peu la parole un instant parce que c'est toujours, j'aimerais beaucoup que les Français puissent me dire ce qu'ils en pensent de ton discours parce qu'en fait, ça paraît un idéal qu'on n'arrivera jamais à atteindre, probablement pour Oui. des raisons idéologiques et culturelles. Ça ne veut pas dire que c'est Et, l'idéal chez vous, hein. J'imagine que parfois vous vous entendez pas tous, mais voilà. oui. Je dirais, oui, effectivement, ça demeure un idéal, comme tu viens de le dire, même si, comme enseignant, comme professeur, on essaie de transmettre cette culture-là, d'ouverture, d'échange, de points communs, mais de où sont les points de divergence. Et là, on voit bien comment les points de vue théoriques diffèrent et pourquoi ça diffère. On les comprend beaucoup mieux. Euh, mais euh, mais même si on insiste sur ces points-là, on doit toujours éduquer. On doit toujours, parce que je suis quand même témoin, moi, à la clinique, du moins j'ai écho, hein, que certains étudiants, parfois, de certaines équipes ont tendance à dévaloriser Oui, ça les je l'ai autres vécu. leur Je l'ai approche. vécu quand j'étais à Montréal, mais ça Et n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. non, peut-être pas. Mais on doit être vigilant quand même parce que Ouais. c'est facile, puis on l'est, hein, on est très sensible à cette question-là. C'est facile de tomber dans cette. C'est très humain, en fait, de tomber dans ce mécanisme-là de dénigrer pour se valoriser ou croire qu'on est meilleur qu'eux et qu'on possède la vérité. Euh, Ouais. et c'est comme ça que j'essaie beaucoup de transmettre à mes étudiants l'idée que les, les approches théoriques, ce sont des outils de compréhension. Ce n'est pas la vérité. Ah oui. Hein? Ce n'est pas Une une théorie, église, c'est c'est pas pas une une religion réalité. Voilà, on est sur une d'accord. croyance. Hmm. Hein? C'est juste un outil pour comprendre, pour essayer de comprendre. Hmm. Ben, si l'outil ne fait plus, c'est Freud d'ailleurs qui disait, hein, quand la psychanalyse n'expliquera plus, il y aura quelque chose de mieux qui expliquera, ben, il faudra utiliser Ça l'autre s'appelle évoluer. explication. Oui, oui, ça s'appelle Ben oui, évoluer. Ça veut dire prendre ces objets comme des instruments et pas voilà. comme des éléments Donc, religieux. comme une vérité absolue. Hein, Mais c'est et d'autant plus. Ouais. J'allais dire, c'est d'autant plus angoissant quand c'est les étudiants qui s'y mettent, pour moi, parce que je me dis, ils viennent de commencer et pour adhérer au groupe, ils s'identifient finalement à une école, mais je me dis, ils n'ont pas encore fait le tour.
Donc, trancher dès le départ, ça me semble encore plus angoissant finalement de voir que Oui, l'étudiant parfois se bloque et ne veut pas lire d'autres choses, alors voilà, il n'a pas encore l'expérience, quoi. oui, oui, c'est tout à fait, exactement. Et tu viens de nommer le mot identification, hein. C'est important, effectivement, de s'identifier parce que c'est la base même, c'est la fondation de notre identité comme professionnel, on cherche, hein. C'est tout à fait naturel de vouloir s'identifier à quelque chose. Et le processus d'identification, ben, ça s'opère aussi avec ce genre de mécanisme-là où on pense qu'on est les meilleurs et que les autres sont moins bons. Et si j'ai Hmm. choisi ça, c'est parce que c'était la meilleure chose. Ça fait Exactement. partie d'un processus naturel, à mon avis. Ça fait Oui, partie d'un processus naturel. Il y a des phases, je dirais. oui, Je ne suis pas le même aujourd'hui à l'âge où je suis rendu. Et au point où je suis rendu dans ma carrière, je ne suis pas le même homme par rapport à mes idées sur l'intervention psychothérapeutique, par rapport à la psychologie, par rapport à la psychothérapie. Je ne suis pas le même homme, évidemment, que j'étais quand j'avais 25 ans, évidemment. 26 ans et que je commençais à pratiquer. Pas Hmm. du tout. Ben alors justement, il y a quelque chose qui me fait sourire aussi, c'est que bon, bah, je suis dans ma culture et donc je connais les psys un minimum. Et quand je discute avec eux, j'arrive très rapidement, mais tout le monde le fait intuitivement, à sentir de quel bord théorique est l'autre, comme on dit souvent le bord théorique. Et quand je t'écoute, j'aurais tendance à imaginer que tu es proche de la psychanalyse, mais donc j'en suis pas certain. Je me demandais finalement quelle était ta formation en thérapie finalement. Est-ce que tu Oui. t'identifies à un modèle déjà? Après, c'est une autre question, mais quelle est ta formation en fait Oui. en psychothérapie? Euh, quand j'étais quand j'étais au baccalauréat, évidemment, théoriquement, on a été exposé à différentes approches. Et c'est comme ça encore aujourd'hui. Hein, les cours qui sont donnés nous exposent et nous amènent à lire, nous obligent même à lire sur différentes approches et faire des travaux sur ces différentes approches-là. Donc, à embrasser certaines idées qui sont différentes, des fois divergentes. Bon. Mhm. Et à un moment donné, on commence un peu plus à, à- à comprendre qui on est et quelles sont nos valeurs, quelles sont peut-être nos croyances, quelles sont notre façon, quelle est notre manière de voir le monde. Je dirais bien avant de commencer à faire nos études, hein, Oui, on a une manière de voir, de comprendre le monde. Et je pense que ce choix d'une théorie est orienté essentiellement par cette, cette intrinsèque manière de voir le monde qu'on a. Alors, je me suis davantage intéressé petit à petit, je dirais, à la fin de mon bac probablement, début de ma maîtrise. Petit à petit, je me suis intéressé davantage à la psychanalyse et à tout ce qui tourne autour de la psychanalyse, faisant une distinction ici entre ce qui est la psychanalyse au sens pur du terme et ce qui est les approches psychodynamiques autour de la psychanalyse. Donc j'ai touché un peu à tout ce qui touche. tu as quelques auteurs à nous Est-ce que tu auras quelques auteurs? Parce que moi, Oui, bah, évidemment, au départ, plus Freud, mais après, ceux plus qui sont les autour. anglo-saxons. Oui, par Plus les exemple. anglo-saxons comme avec la théorie des relations d'objets, de Melanie Klein, Ok. et Winnicott. Et D'accord. bon, en fait, bref, ces groupes-là, par la suite, je me suis intéressé un peu aussi à Lacan, mais beaucoup moins, étant plus, avoir un, étant plus quelqu'un qui cherche à être puriste, mais bon. Euh, donc, c'est ça, je me suis intéressé aussi à ça. C'était donné évidemment que je me suis fait des amis qui étaient plus psychanalystes et donc à commencer à lire davantage avec eux, à échanger avec eux, et à toucher à toutes sortes de, de, de thèmes. Et non, c'était très formateur, très D'accord. intéressant. Je suis allé en formation aussi.
j'ai participé à différents ateliers, à différentes activités de formation. Je n'ai pas fait, je n'ai pas été membre d'un institut ou d'une société de psychanalyse, pas du tout. Mais j'ai été sous supervision pendant 3 ans dans l'approche psychanalytique avec les cas que je voyais. Donc, Alors justement, on parlait un petit peu de différents modèles théoriques qui existaient. Est-ce que tu as un avis par rapport à la question intégrative? Est-ce que tu peux être amené de temps en temps à emprunter des choses d'un autre modèle? On pourrait citer Berne ou Perls, qui étaient psychanalystes au départ et confondaient l'analyse transactionnelle et la Gestalt. Je me demande si parfois ça t'intéresse théoriquement, intellectuellement, et puis voir si tu pratiques. Ou alors, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être les dangers qu'il pourrait y avoir, ou les limites, ou l'intérêt. J'aurais voulu avoir ton sentiment là-dessus. mhm, mhm. Oui, effectivement, j'ai pas toujours été très intégratif dans mon approche. J'ai pas toujours, bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, je le suis un peu plus quand même, mais j'ai tendance à essayer de me référer à mon modèle le plus possible et à m'interroger dans mon modèle le plus possible. C'est-à-dire que je ne pense pas, par exemple, que parce qu'on est d'approche, par exemple, psychodynamique ou d'approche psychanalytique, qu'on est, on est plus créatif parce qu'on adhère à une approche. Mhm. Je pense qu'il faut être créatif dans notre approche aussi. Je pense que notre approche... Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment on est créatif quand on est psychanalyste? Tu parles du cadre? Tu parles de l'action du thérapeute? je parle pas seulement du cadre, pas seulement de l'action, mais aussi sur le plan théorique. Il faut être capable D'accord. de se questionner sur des concepts que l'on a. Il faut se questionner théoriquement sur les concepts. Il faut voir, il faut voir l'évolution de ces concepts. On sait par exemple que ce qu'on appelait, au début du 19e ou du 20e, ce qu'on appelait les codes d'hystérie, les codes... on se demande aujourd'hui si c'est différent ou si, parce qu'on les appelle plus des hystériques, on les appelle plus les troubles de personnalité limite, on les appelle plus... Est-ce que Tu te c'est poses la question différent? sur l'évolution de la psychopathologie, sur le regard qu'on a en termes sociaux également, comment ça peut influencer Oui, notre pratique, notre regard. C'est ça à peu près dont tu veux parler. Ouais. oui, entre autres, oui, entre autres, il faut réfléchir à ces questions-là. Il faut être capable aussi d'être inventif dans la pratique. Hein. Je me rappelle d'une cliente, par exemple, qui à un moment donné, c'est une cliente que je voyais en externe, c'était pas une cliente qui était hospitalisée, c'était une cliente qui travaillait, mais à un moment donné, qui arrivait dans mon bureau et qui régressait complètement, qui était complètement, qui se refermait sur elle-même et qui tombait dans un mutisme avec moi dans mon bureau. Si j'étais un psychanalyste pur, hein, tu le sais, bon, ben, je resterais là assis et j'attendrais. Hein, j'attendrais qu'elle parle, puisque c'est la thérapie, c'est la cure par la parole. Donc, j'attends que tu parles et quand tu parleras, ben, j'interpréterai. Hein. mais non, hein, à un moment donné, Ça me probablement fait que penser j'étais... à toute l'influence de Reineck notamment, et ça fait penser à la question de l'alliance thérapeutique qui provient de la psychanalyse quand même, mais Oui, qui réinjecte de la réalité dans la relation, et donc assumer une forme d'influence et une possibilité d'agir sur l'autre, et pas uniquement être dans une posture de retrait en fait. C'est ça que tu es en train de de dire. retrait et de civilité aussi. Hein. Et d'une certaine manière, ça veut dire qu'en fait, bon, enfin, si j'arrête un instant sur ce que tu dis, euh, ça pose la question, c'est une forme d'intégration, c'est sûr, mais à quel cadre je me réfère dans la psychanalyse? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir, parfois en France, quand les gens disent je fais de la psychanalyse, souvent, moi j'ai envie de dire mais laquelle en fait? Parce que Oui, parce qu'il y a des c'est courants une qui pertinente s'opposent, question. tout simplement. Voilà, il y a plusieurs courants qui s'opposent, comme dans les religions
où on se dit, bah, finalement, chez les chrétiens, il y a beaucoup de choses, chez les musulmans, il y a plusieurs écoles, et donc c'est la même chose aussi d'une certaine manière, où il y a différentes psychanalyses. La psychanalyse new-yorkaise de telle époque va pas être la même que la psychanalyse anglaise ou française ou Tout à autrichienne. fait. On est d'accord. Tout à fait. Tout à Et donc, fait. ça veut dire qu'à ce moment-là, tu sors, c'est-à-dire tu prends la décision de sortir du cadre habituel, classique pour toi, en tout cas, d'être dans un retrait. Et tu es peut-être intervenu auprès de cette dame, alors. Je vais être obligé de modifier peut-être en quelque sorte le cadre. Pas en sortir parce que Ouais, le d'accord. cadre va rester le même. Ouais, Et je dirais que la règle fondamentale va rester la même et que mon but ultime va être de l'amener à pouvoir communiquer aussi avec moi verbalement. Mais à ce moment-là, m'est venue l'idée que ben, si tu ne veux pas parler, parce que c'est trop dur de mettre en mots ce que tu as à me dire, est-ce que tu veux dessiner? Est-ce que tu veux le mettre sur papier? Est-ce que tu veux... Et elle s'est mise à dessiner avec ce que je lui offrais. Donc, j'ai essayé de ouais. trouver un autre moyen Une de façon d'aller vers communiquer l'autre. avec Ouais. elle. Pardon? Une façon d'aller vers l'autre Oui, ben, sans oui, forcément en faire le... Exactement, exactement. pour lui montrer que je suis là, que je suis là pour elle, que je suis là pour aussi l'aider, pour qu'on puisse essayer de trouver quelque chose ensemble. Et je ne suis pas sorti nécessairement de mon cadre théorique. Hein. Je Ouais. suis toujours dans le même cadre parce que pour moi, ça, même si c'est du dessin, ça restera. Et même si on est dans l'action, parce qu'on n'est plus dans la parole, ben, comme on fait avec les enfants, finalement, dessine et je regarderai ce que tu fais. La fonction symbolique fonctionne toujours. Hein. Exactement. Donc c'est ce genre de situation-là qui m'amène à dire qu'à l'intérieur même d'une approche, on peut continuer de se questionner, d'être créatif, de chercher une manière de. Ceci étant Ah, dit, je réalise aussi que, indépendamment de toute la bonne volonté qu'on peut avoir et de toute la créativité qu'on peut mettre en place, qu'on peut essayer de développer, il reste qu'il y a parfois des situations qui se prêtent beaucoup mieux à un genre d'intervention qui n'est plus de l'intervention qui font partie de ton approche. Hein, et de sortir à ce moment-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, de sortir du cadre et d'aller vers d'autres choses, de proposer d'autres choses. Donc, comme j'étais en psychiatrie, donc, et la clientèle que j'avais n'était pas toujours habilitée à pouvoir mettre en mots avec une certaine sophistication, à dire ce qu'ils vivaient. Et donc, c'était plus commode et je dirais peut-être même plus éthique, hein, jusqu'à un certain point, ah oui, je de faire comprends. une intervention qui va avoir un impact plus rapidement sur le client et le soulager plus rapidement aussi et l'amener plus rapidement vers autre chose de mieux. Et donc, oui, d'avoir C'est recours. d'aller vers le patient d'une certaine manière. C'est d'aller vers le patient d'une certaine manière et ne pas le forcer à tout prix à aller vers nous, partant du principe qu'on n'a pas, on a juste à rester assis, quoi. Mais c'est en même Voilà. temps, c'est ce que propose quand Winnicott se met à genoux devant les enfants pour faire du dessin. Voilà, il fait quelque Oui, chose. exactement. Exactement. Et il est là pour le patient, il est là pour lui. Et donc, je pense, en tout cas, je pense que ça, c'est fondamental. Je pense que ça, c'est fondamental. Et quand je regarde aujourd'hui les étudiants qui commencent à la clinique et qui ont été dans des classes, assis à écouter des profs en train de parler, je sais, parce que j'enseigne en train de raconter des histoires, les étudiants ont tendance à croire que il y a une manière de faire et il faut se cadrer dans cette manière de faire-là. Et moi, je leur dis, quand ils arrivent à la clinique, non, vous devez inventer avec le client quand il est devant vous. Ouais. Il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une manière de faire. C'est une relation qui se construit. Donc, vous devez entrer dans cette relation-là avec le client et vous allez construire avec le client cette relation-là, participer à ça. Donc il y a tout un apprentissage à faire. Ça, on ne le sait pas au départ. Hein. Si on ne nous le dit pas,
si on ne nous expose pas à ça, on ne sait pas au départ. On pense qu'il faut faire comme on a vu. On a vu Rogers en train de faire ça sur la vidéo, donc je vais essayer de faire comme Rogers. Mais non, Et en non, même on ne temps, peut tu pas parles de faire. pratique, c'est-à-dire que tu pousses les gens à s'autoriser en parlant de pratique, plutôt que de parler de théorie. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant parce que souvent, les gens caricaturent sans le faire exprès dans leur pratique ce qu'ils ont lu dans le bouquin ou ce qu'on leur a dit. Mais d'une Oui, certaine manière, c'est comme si symboliquement, tu te mettais à côté d'eux en consultation en leur disant, mais vas-y, va, n'hésite pas, essaye. Et donc là, pour moi, on est dans quelque chose de peut-être plus pragmatique d'une certaine manière aussi. de Hein. plus dynamique, Voilà, de de plus beaucoup plus dynamique. dynamique. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et on n'est pas là en train d'essayer d'appliquer une technique, d'appliquer une. Il faut la connaître, la technique. Il faut savoir que ça existe. Il faut savoir les concepts théoriques qu'il y a derrière tout ça. Mm, Il mm, faut mm, savoir ça. mm. Mais quand je suis avec un client, quand je suis avec quelqu'un, je suis là, je suis avec cette personne-là. Il faut que j'interagisse avec elle, il faut Mm. que je bâtisse avec elle, Ouais. il faut que j'essaie quelque chose avec cette personne-là. J'essaie quelque chose à partir de mes connaissances, à partir de ce que je sais, à Mm. partir de ma vision des choses, sans m'en limiter pour autant, par exemple, sans devenir aveuglé par cette Mm. conception-là qu'on peut se faire de l'autre. Enfin, bref, je pense qu'on est déjà plus tellement Non, mais écoute, dans moi, le domaine. si je m'autorise à On te est, laisser parler, c'est que ça me va très bien. Peut-être que tu as une limite de temps, mais tout ce dont tu parles me semble très pertinent. J'ai encore ouais, quelques questions, alors donc je vais te cadrer, alors si c'est ça que tu... oui, Euh, ben oui. Ça, c'est très facile de qu'est-ce sortir du cadre, hein, comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ta profession au Québec? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Quel regard tu portes sur ta profession actuellement? Et puis, peut-être si tu as eu des échos de ce qui se passe en France, en dehors de ce que j'ai pu t'en dire un peu, peut-être nous partager un peu ça. Mais déjà, commencer peut-être par ta profession. Comment tu la vois aujourd'hui? Comment elle va évoluer? C'est intéressant parce que la question m'intéresse, je dirais, d'une certaine manière, parce que, bon, évidemment, il y a l'expérience dans mon cas qui me permet d'en parler, mais aussi les positions que j'ai occupées à l'ordre et qui m'ont permis de voir de près sur le terrain qu'est-ce qui s'est fait avec les clients et comment ça a évolué. Des changements aussi, hein, des changements très importants qui ont eu lieu au cours des dernières années sur le plan professionnel. Euh, fait en sorte que je te dirais que la profession de psychologue, pour moi, a pris beaucoup de place sur le plan social. D'accord. Elle s'est affirmée énormément et elle s'est affirmée pour toutes sortes de raisons, parce que je dirais que dans les... D'abord, je dirais que la qualité de la formation s'est nettement améliorée. D'accord. Euh, je te dirais que particulièrement depuis que le doctorat est obligatoire, on est avec des professionnels maintenant qui ont je dirais, en tout cas à mon avis, une plus grande rigueur dans leur travail. J'ai pu l'observer. Quand j'allais faire des inspections, je m'en rendais compte Tout assez simplement parce rapidement. que mathématiquement, ils ont plus d'années d'études? Moi, j'imaginais que le Non, fait que ce soit long, parce que ça permette un accompagnement et donc que ça puisse germer un peu plus dans l'esprit. pas seulement que ça, parce que je te dirais que beaucoup de gens beaucoup de cliniciens qui pratiquent sans doctorat et qui ont été accompagnés aussi parce qu'ils sont allés suivre des formations et qui sont allés se faire superviser régulièrement. C'est plus au niveau de la rigueur scientifique, je dirais, plus au niveau de la référence aux données empiriques, par exemple. Alors, on est moins dans les impressions, on est plus dans les faits, on est plus dans ce que la recherche nous donne. Donc je trouve que ça me rassure de voir ça, personnellement. Hmm. Euh, c'est une profession aussi qui a eu l'avantage de se développer et de prendre sa place à cause aussi
de la place qu'a pris les leaders de notre profession ici au Québec. Je pense qu'il y a eu un très bon leadership au niveau de notre ordre professionnel et au niveau de nos associations aussi, mais aussi surtout au niveau de l'ordre, parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue beaucoup. Je te dirais que le leadership a été très bien assumé et a permis effectivement une visibilité beaucoup plus grande et une respectabilité de la part des autres professionnels, de la part, entre autres, des médecins, hein, des psychiatres. Et donc, je pense que ça a eu un impact majeur. Ça a changé beaucoup de choses. Donc, je suis très content, très satisfait. La qualité des programmes de formation s'est améliorée aussi. Je te dirais que tu sais, au Québec, je ne sais pas en France, mais au Québec, les universités sont aussi très branchées sur les milieux. Parce que les universités ont besoin des milieux pour permettre à leurs étudiants de faire leur formation pratique, d'aller faire leurs internats. Et on écoute très attentivement dans les universités c'est quoi les besoins du milieu, c'est quoi les besoins en termes de formation. Est-ce qu'on doit s'ajuster? Est-ce qu'on est... D'accord. Il y a vraiment ça communique bien entre le Oui, terrain et le lieu de formation. oui, Ce oui. qui est complètement logique hein, sur le papier, hein, mais ça me semble Ben oui, important. et ça permet à nous de mieux comprendre et de mieux s'ajuster aussi en termes de formation. Oui, oui. Donc, non, effectivement, c'est très, tu sais, il y a les étudiants qui veulent, par exemple, être formés à la psychothérapie, qui ont très hâte d'être formés à la psychothérapie, et qui veulent faire de l'intervention parce que dans leur idéal, dans leur rêve, c'était de pratiquer la psychothérapie. Mais ça, c'est une chose, mais dans la vraie vie, quand tu arrives sur le terrain, que tu travailles dans un hôpital, ben, les demandes que tu reçois, c'est pas seulement de faire de la psychothérapie, mais c'est aussi d'évaluer, d'être en mesure de faire une bonne évaluation psychodiagnostique. Et ça ne se fait pas au pif, hein? Ça se fait pas, ah, mais je pense que non, c'est pas comme ça. Tu as l'avantage comme professionnel d'avoir des outils, des instruments qui te permettent de Ouais. bien documenter ce que tu perçois chez le client. Donc, tu dois t'en servir, tu dois les connaître. Et donc, comme université, on ne peut pas répondre seulement au désir de l'étudiant de vouloir développer ses compétences comme Je comprends bien. intervenant. On doit tenir compte aussi du besoin du milieu et Ça dire, fait ben, moins de oui, déception. Ça fait moins de déception sur oui, le terrain finalement, et puis tout à fait. ça fait moins de pertes entre guillemets parce qu'on pourrait ne plus être adapté après sur le terrain alors qu'on a été formé par Michel Roy il y a 2 ans et qu'il nous a jamais Ouais, parlé de ça finalement. D'accord. exactement. Donc, Ouais, il faut vraiment qu'il y ait une résonance entre ouais. ce qui se passe dans le milieu et ce C'est qui se penser passe dans la finalité finalement aussi de ce qui va se passer sur le terrain. En France notamment, une des choses, je ne sais pas si c'est un problème ou pas, mais on est le pays qui forme le plus de psychologues en Europe et se pose la question après du fait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de travail. Et évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je me demande s'il faudra limiter le chiffre, si au contraire, il faudrait faire en sorte qu'ils puissent facilement à un moment donné trouver un emploi qui a du sens et qu'il y a un partenariat entre l'université et les lieux de travail. Mais c'est sûr le que milieu. si on ne pense pas ça, en fait, ça fait deux actions indépendantes Ouais. et on ne règle pas le problème. Ouais. Ici, c'est très contingenté. Je pense que je te l'avais déjà dit quand même, mais les programmes universitaires, Ils doivent être les programmes validés de... par l'ordre, tu m'avais dit. Ils doivent être Alors oui, il faut que ça soit validé par l'ordre aussi. Donc, pareil. pour pouvoir pratiquer au Québec, il faut être membre de l'ordre. Pour être membre de l'ordre, il faut avoir fait une formation dans une université qui a été reconnue par l'ordre des psychologues du Québec. Donc, il y a tout cet agencement-là. Mais comme université aussi, on ne peut pas, on peut pas admettre plus d'étudiants qu'on peut placer après dans les milieux d'internat ou dans les milieux de stage. Donc, si la capacité d'absorption des stagiaires est limitée, je ne peux pas prendre plus d'étudiants à ce moment-là. Je comprends. Donc, oui, c'est très contingenté.
Ça a un avantage, évidemment, au niveau de la régulation des, de la formation de nos étudiants, des psychologues qui sont sur le marché. Euh, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Aujourd'hui, je pense te l'avoir déjà dit, un psychologue qui termine présentement chez moi à l'université, qui gradue, qui devient membre de l'Ordre des psychologues du Québec et qui décide de s'ouvrir une pratique privée ici dans la région, a déjà une liste d'attente. Petite publicité pour les Non, Français. mais c'est pour te dire quand même Oui, parce comment. que le chiffre, il est logique à un moment donné. C'est-à-dire, la production de l'usine correspond aux besoins du consommateur. Et voilà. Voilà. Et le fait d'avoir évidemment exigé le doctorat comme niveau d'études pour pouvoir pratiquer fait en sorte qu'on a réduit aussi le nombre de psychologues sur le marché. Hein? Donc, Ah oui, évidemment. j'allais dire que c'est très avantageux à ce niveau-là. Par contre, ce que ça a eu comme impact aussi chez les candidats qui veulent devenir psychologues, qui posent leur candidature, ça a eu comme effet, évidemment, d'augmenter considérablement le niveau de compétition entre les candidats. Et, Ah oui. et là, on assiste à des choses parce que pour être accepté au doctorat, il faut non seulement avoir une moyenne extrêmement élevée, mais donc, il faut non seulement avoir une moyenne élevée, mais il faut avoir fait aussi avoir plusieurs expériences d'intervention, d'avoir travaillé, d'avoir fait du bénévolat. Si tu as fait des voyages humanitaires, c'est encore mieux. Et donc, c'est devenu fou un peu comment, Ouais. comment ce niveau de compétition-là C'est l'offre et la est demande, élevé. quoi. C'est l'offre et la demande, Oui, tout simplement. c'est l'effet que ça a eu aussi. Hein. Donc, je pense qu'il faut quand même, il va falloir quand même se questionner par rapport à ça. Ouais, Le stress est très, 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 très élevé. Les étudiants sont extrêmement stressés. d'accord. Les étudiants qui s'en viennent pour devenir psychologue. Mhm. Euh, donc, c'est un peu particulier. Si bien que même durant la première année, les étudiants vont continuer au doctorat après à vouloir des bourses et obtenir des bourses. Et pour obtenir des bourses, il faut avoir encore des moyens très, très, très élevés. Donc, le stress demeure encore probablement pour une ou deux années encore. Et les exigences sont très élevées aussi au niveau du doctorat. Les cours sont donnés durant les deux premières années. Et en même temps, durant la deuxième année, nos étudiants commencent leur formation pratique à la clinique, comme je le disais tout à l'heure. Et tout ça met une pression plus grande Ouais. encore. Et c'est très difficile. C'est bien que nous à la clinique, durant la formation pratique, le début de la formation pratique, les étudiants sont invités à, une formation sur la méditation de la pleine conscience. Pour survivre. Pardon? Pour survivre. Oui, en fait, pour les aider à mieux gérer le stress, Ouais. mais aussi on remarque que ça a un impact sur la qualité de la présence thérapeutique avec les clients. Donc, on a mis cette formation-là en place, ça fait déjà 3 ans, et les étudiants apprécient beaucoup et continuent après d'utiliser cet outil pour leur travail. Il y a eu pas mal d'études à New York, je crois, avec Safran Segal. Il y a eu sur pleine conscience psychanalyse. Il y a eu quelques études. Enfin, il y en a eu beaucoup même. Mais oui, oui, Ah oui, ouais, il y en a eu ouais. beaucoup. Il y en a eu beaucoup, et je te dirais aussi que de plus en plus de départements, de facultés universitaires où on propose ce genre d'activité-là aux Ouais. étudiants C'est bien que dans tu le parles cadre de de leur. ça parce que ça va. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont qui vont régler le volume en se disant, il a dit ça, il a dit pleine conscience et psychanalyse, ça va pas ensemble. Ouais, 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 oui, pleine conscience et psychanalyse, oui, pourquoi pas. Je Même sais. si pleine conscience TCC aussi, hein, beaucoup, mais on le savait. Mais, mais oui, pourquoi pas. Ah bon, Pourquoi pas. oui, mais on verra les réactions. Bon, et dis-moi, par rapport à la France, est-ce que tu as des échos en dehors de ce que j'avais pu te dire ou est-ce que par rapport à... J'ai Tu sais pas très trop? peu d'échos. Ouais.
très peu d'écho, sinon par les étudiants que j'ai reçus à la clinique Ouais, qui sont venus chez nous pour faire leur doctorat, ouais, qui venaient de la France. Et qui me rapportaient un peu ce que tu m'as dit, en fait, hein, d'accord. des chasses gardées, des guerres de clochers, Hmm, et une certaine difficulté dans le niveau de reconnaissance aussi par rapport hmm. à à leur profession, Ouais, à leur expertise, à leur particularité. Donc, hmm. c'est plus à ce niveau-là que j'ai eu des échos. D'accord. Et je trouve ça dommage. Ah Mais bah évidemment, on n'a pas le même, on n'a pas le même bagage oui. culturel. On ne On baigne n'a pas pas la dans même la même culture. histoire. On n'a pas la même histoire et On n'a pas du tout la même. il y a énormément de différences. Mais ça, c'est, comment dire, c'est parfois compliqué pour les Français qui arrivent au Québec parce que comme on parle la même langue, c'est un leurre facile. Mais en fait, on n'a pas la même façon de voir le monde. La place du Effectivement. pragmatisme, du cartésianisme n'est pas la même. Et Non. ça, j'ai déjà un peu écrit sur ce sujet-là. La psychanalyse américaine elle n'a pas les mêmes idées derrière les mêmes mots. En fait. Les concepts ne renvoient pas aux mêmes choses. Donc, c'est pas juste une histoire de parler la même langue ou de traduire, c'est qu'on n'est pas dans le même bain, quoi, en fait. Non. On s'en rend compte même au niveau des présentations, des fois, dans des congrès, hein, Ouais, lorsque c'est des Français ou lorsque c'est des Américains, le style de présentation ah est ouais, ouais, différent clairement. aussi. Quand j'étais à l'université, à l'UQAM, j'ai eu un temps d'adaptation parce que j'étais un peu habitué, j'avais déjà un peu traîné dans le milieu anglophone de la recherche, mais alors je me suis dit oui, ça se sentait que j'étais français tout de suite, je le sentais, on le voyait en fait. Mais c'était intéressant aussi, hein, on n'est pas obligé de Oui, faire des oppositions, quoi. Ouais. oui. Bon alors je J'aime vais bien le mélange, Dis-moi, personnellement. ouais, oui, je pense que c'est enrichissant, et puis parce qu'en plus, ça nous fait comprendre dans quoi on est. C'est un peu l'objectif de ces interviews, et notamment avec un Québécois, je trouve que c'est très bien. Il y en aura d'autres, je pense, avec d'autres Québécois. C'est de se dire, mais Suisse ou Belge, etc., c'est de se rendre compte des particularités du modèle dans lequel on est, et dont on ne voit même plus les limites, et notamment les limitations aussi que ça peut engendrer. Donc après, il n'y a pas de bon Effectivement. modèle en soi, hein, mais on peut parfois un peu le transcender le nôtre, le transformer et peut-être s'enrichir un peu Oui, de ce qui se fait ailleurs, quoi. tout à fait. Je J'ai vais... bien hâte de voir le final Oui, de cette. dis-moi. On a un décalage de son, donc c'est compliqué parfois. Dis-moi. Non, c'est bon. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, j'allais te poser deux dernières questions. Oui, Euh, allez. alors, j'aurais voulu savoir si tu pouvais refaire ton parcours professionnel, est-ce que tu changerais quelque chose? Changer, c'est Alors, je me ajouter ou dis, retirer, hein, c'est pas forcément. ouais, ouais, ouais. Sais-tu, non, je pense que j'apprécie beaucoup ce que j'ai fait. J'avais tendance à me dire, ah, si j'avais fait mon doctorat au tout début, ça aurait été bien parce que ça aurait été derrière moi et j'aurais pu tout de suite. Bon. Et après coup, je me suis dit, ben justement, l'expérience clinique que j'ai acquise euh, avant de faire mon doctorat m'a permis d'en retirer beaucoup plus lorsque je l'ai commencé, lorsque j'étais dedans, lorsque j'étais dans le doctorat, pour les raisons que je t'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, je pense pas que je changerais quelque D'accord. chose à ce niveau-là et j'ai été vraiment bien exposé, je trouve, à différentes idées, Mhm. différentes conceptions. Ouais, j'étais très satisfait. D'accord. Alors, j'ai une dernière Je, question. je trouve, je trouve que nos étudiants aujourd'hui, je trouve que nos étudiants aujourd'hui sont davantage choyés parce qu'ils ont la possibilité de faire beaucoup plus d'heures de stage, d'internat, donc qu'à mon époque. Mais, euh, mais, euh, mais non, je trouve quand même que j'ai été chanceux. Ouais. Si tu avais un conseil alors, à donner aux futures générations, mais pas uniquement, je vais essayer de te demander de faire cet exercice, pas uniquement en pensant à des étudiants dans le système québécois, mais si tu avais des conseils à donner à des futurs psychologues, psychothérapeutes, qu'est-ce que tu auras envie de leur donner? Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre dans leur petite boîte et qu'ils pourraient garder avec eux sur leur parcours? De choses qu'ils pourraient faire, de petits conseils que tu leur donnerais pour bien vivre leur métier,
Voilà. Est-ce que tu pourrais nous Ouais, donner mais quelques idées? évidemment, la situation, comme on le disait, la situation ici au Québec et la situation en France, c'est différent. Ouais. De façon, je dirais, de façon générale, peut-être que, et de façon très directe, aux jeunes débutants, ou comme je leur dirais de demeurer curieux, Mhm. d'être ouvert. Hein. Ça, c'est vraiment une qualité qui est, qui est fondamentale et qui est malheureusement pas toujours présente chez nos jeunes, même si ils sont exposés à plusieurs choses à cause du désir de vouloir s'identifier trop à une approche ou à une façon de faire. Évidemment, ça les confine un peu trop. Mais de demeurer ouvert, de demeurer, même si c'est différent, même si l'approche est différente. Euh, et aussi de ne pas avoir peur, hein, de ne pas avoir peur d'essayer, de ne pas avoir peur de s'exposer, d'être vulnérable. Je pense que ce serait des conseils de base, je dirais. Euh, Aujourd'hui, je regarde les jeunes psychologues ici qui Mhm. pratiquent au Québec et je trouve que par rapport à ceux, du moins de ma génération, je les trouve beaucoup plus entrepreneurs, beaucoup plus directifs, beaucoup plus fonceux Mhm. dans des projets. Ils ont moins peur, ils se sentent plus confiants peut-être aussi. Je ne sais pas c'est quoi, c'est dû à quoi exactement, mais je trouve ça beau de les voir La foncer comme société ça. offre ces possibilités-là aussi, hein. Possiblement, possiblement, oui, effectivement. Et aussi, ils ont une espèce de, de, peut-être une capacité de prendre ces risques-là qui hein, je ne sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, moi, à mon époque, moi, on cherchait davantage à avoir une certaine sécurité. Donc, on allait vers les services publics, on était engagé comme employé, on travaillait comme psychologue dans une boîte, Mhm. et on avait avec ses avantages sociaux, on avait avec ça toutes sortes de Donc bénéfices. l'attachement, il est Mais plus sécure chez les jeunes qui sont plus aptes à explorer le monde finalement qu'à rester sur quelque chose de rassurant, c'est ça. effectivement, effectivement, hein, ils vont partir, ils vont ouvrir une clinique, ils vont Mais c'est peut-être tout votre boulot qui a été fait par les générations d'avant, notamment par la constitution de soit d'une identité, d'un ordre, d'une protection, d'une formation solide. Peut-être que ça leur permet un peu plus d'aller explorer le monde. Je sais pas, hein, mais possiblement. c'est ce Ouais, qui me ouais, vient. effectivement, c'est une explication. Ouais. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau de les voir libres comme ça, de pouvoir faire ce qu'ils désirent faire. Tu sais. Mm. Évidemment, ça a un certain impact. Cette espèce d'indépendance-là qu'ils ont fait en sorte que ça va peut-être un peu plus fragiliser le secteur public. Hein. Les psychologues qui avant travaillaient, qu'on retrouvait beaucoup dans le réseau public de la santé, Mm. sont de moins en moins présents et décident plutôt d'aller vers le privé. Ou avoir une pratique à temps partiel dans le réseau de la santé Ouais. et le reste en privé. Et ça, à mon avis, c'est un danger de voir s'amenuiser, de voir diminuer la présence des psychologues dans le secteur, dans le réseau de la santé publique. Mm. Euh, et je pense qu'à ce niveau-là, il va falloir qu'on se pose des questions. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le réseau est lourd, le réseau est très chargé, on demande de plus en plus de psychologues, les salaires ne viennent pas avec la formation Oui. qu'on a. Et puis il y a Et peut-être c'est les pour ça, enjeux sociétaux, les mouvements oui, politiques qui font on n'est plus pareil à l'hôpital aujourd'hui qu'avant. et, Moi, ça me fait ouais, penser à ce qui se passe en France. Il y a, entre les salaires trop bas et les demandes paradoxales, il y a un moment où c'est plus simple d'aller en pratique privée, quoi. oui, ça devient plus intéressant d'aller en pratique privée.
Et puis, c'est Même vrai que si, le bon, cadre est déjà à co-construire avec une institution et parfois, on ne peut même pas le tenir d'une certaine manière, ce cadre, et que dans une pratique privée, bah, on dessine son cadre comme on a envie, en fait, et on s'y tient. oui, Donc, oui. ouais. Encore faut-il avoir la fibre entrepreneuriale, parce que Ouais, 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 aller en bureau privé aussi, ça peut être exigeant parfois. ouais, ouais, c'est sûr. On accepte de travailler aussi des fois sans filet. Hmm. Moi, je me rappelle quand je travaillais en institution, si j'avais un problème avec un patient, j'avais le psychiatre à côté qui pouvait rencontrer le patient. Et si c'était nécessaire de le faire hospitaliser, on pouvait le faire hospitaliser. Quand tu es en bureau privé et que tu as une clientèle qui est le moindrement, et on le sait, la clientèle s'alourdit aussi, plus difficile, en tout cas plus exigeante, Hmm. qui demande plus de défis, ça peut être un peu risqué parfois de se retrouver toute seule en bureau C'est privé. sûr, c'est sûr. Bon. Voilà, bref, c'est ça mon point de vue. Je tiens vraiment à te remercier. J'avais des questions. Je pense qu'on a brossé bien les trois quarts aussi des idées. J'ai trouvé que Ouais, c'était vraiment intéressant. Je me suis imaginé avec des psys français qui seraient à côté de moi en train d'écouter. J'espère que ça va leur permettre d'amener une certaine forme de réflexion. Euh, et puis, je pense que tu as vraiment été sincère et aidant finalement dans ta façon de répondre. Et moi, je trouve ouais. que ça m'a éclairé, c'était très bien. Et en plus, tu es le premier à inaugurer cette série d'interviews. A priori, il y en Ben aura oui, plusieurs, il y en aura beaucoup. Et puis, je pourrais te demander ton avis sur les autres par la suite. Ça pourrait être pas mal de refaire une oui, oui. interview dans 6 mois, par exemple. Voilà. Oui, ben oui, ce serait agréable. Écoute, j'ai trouvé l'expérience super agréable aussi et de faciliter beaucoup l'échange par tes questions et par la simplicité avec laquelle on a pu échanger sur ces points-là. Non, c'était très, très, très agréable. J'ai hâte de voir le produit fini. Qu'est-ce que ça va Bon, mais j'espère que tout va donner? fonctionner, toute la technique. Bon, je te remercie beaucoup, Michel.